Mesdames et messieurs, bonsoir. Combien sont-ils? Comment travaillent-ils? Comment assurer un service public en phase avec les attentes de la population et l'objectif de développement du pays? Au centre de ce numéro de RTI 1 reçoit la fonction publique ivoirienne. Thème central, quelle réforme et innovation pour une fonction publique performante? Et qui mieux que le ministre de la fonction publique, Anne-Désiré Ouloto, pour aborder ces questions? Nous l'avons sur le plateau. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir. Avec moi, un confrère, Marc Yevou, de Fraternité Matin. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Et comme il est inscrit dans l'ADN de cette émission, vous avez la possibilité de participer en appelant Régis Kofi au 27 22 42 76 ou en utilisant le code QR. Madame le ministre, votre département peut-il être qualifié de super direction des ressources humaines de l'État? Je voudrais déjà vous remercier pour cette belle opportunité que vous nous donnez au ministère de la fonction publique, mais surtout au gouvernement, de communiquer avec nos concitoyens. Alors, vous avez parfaitement compris, le ministère de la fonction publique est ce super directeur des ressources humaines, comme vous le dites. Nous sommes effectivement en charge de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de fonction publique. Et en liaison avec plusieurs ministères, nous avons l'initiative et la responsabilité de plusieurs actions qui concourent à la gestion des ressources humaines de l'État. De quoi s'agit-il exactement? Nous sommes par exemple chargés de recruter le personnel pour nos différentes administrations, pour nos établissements publics, mais également les agents engagés par contrat. Et nous avons également la responsabilité de la formation, du perfectionnement des cadres et des agents publics. La question également de la moralisation de la fonction publique doit être à l'initiative du ministère de la fonction publique. Le suivi de l'application du statut général de la fonction publique, pour ne citer que ces quelques missions-là. Mais pour faire simple, oui, il faut retenir que le ministère de la fonction publique est celui-là qui a la charge de mettre à la disposition de nos différentes administrations du personnel pour le bon fonctionnement du service public. C'est celui-là qui doit faire également en sorte que ce personnel mis à la disposition de nos différentes administrations soit à même d'améliorer la performance et l'efficacité du service public et que ce personnel soit épanoui dans sa vie et dans l'exercice de ses fonctions. On va simplifier aussi la compréhension de certains termes. On parle de fonctionnaire et d'agent de l'État. Qui est fonctionnaire? Qui est agent de l'État? Alors, le fonctionnaire en général, de façon générale, c'est celui qui est soumis au statut général de la fonction publique, qui est recruté par voie de concours, qui est formé par l'administration et qui intègre donc la grande famille de ces agents qui sont capables, qui sont susceptibles donc d'exécuter un service public. L'agent, en général, c'est celui qui est assimilé au fonctionnaire, qui est recruté par contrat, qui a un engagement par contrat, ou encore on parle des autres fonctionnaires qui ont des statuts particuliers, donc qui sont des agents de l'État. Voici de façon générale qui on appelle fonctionnaires et agents de l'État. Madame la ministre, on sait que le recrutement à la fonction publique se fait par voie de concours, lesquels concours font souvent couler beaucoup d'encre et de salive. Je voulais vous dire clairement, avec les réformes entreprises depuis votre prise de fonction, est-ce qu'aujourd'hui, un digueux, un sérieux, un yapi, fils de paysan, peut prétendre passer un concours de la fonction publique, entrer sans être parrainé? Parrainé par qui? On parle de parrainage, on parle de quotas des ministres, on parle de réseau. Il y a tellement de choses qui se disent. Vous avez l'occasion ce soir de nous dire réellement de quoi il s'agit. Une question sur la transparence donc des concours d'entrée à la fonction publique. Nous avons, depuis en tout cas 2021, nous organisons les concours sous le triptyque transparence, équité, célérité. Et je peux vous assurer, en tout cas pour ce que je sais, c'est que depuis que j'ai l'honneur d'être à la tête de ce ministère, des séries, des tapés, des Kofi, des Soro,
des AEN, tous les Ivoiriens ont accès à la fonction publique. Alors, il ne faut pas croire que les choses se sont passées aussi facilement. Parce que lorsque vous entendez qu'on accède à la fonction publique par favoritisme, ou encore qu'on paye, faudrait-il encore avoir la preuve de tout cela? Pour résoudre la question, nous nous sommes appuyés sur nos propres agents, sur les fonctionnaires et agents de l'État qui sont au ministère de la fonction publique et qui organisent les concours. Et avec eux, nous avons fait notre propre examen de conscience, nous avons fait notre autocritique. Nous avons entendu également le ressenti des populations, les reproches qui étaient faits. Et nous avons cherché à comprendre pourquoi tant de suspicions. Finalement, aujourd'hui, nous sommes plus à l'aise. Nous sommes plus à l'aise, pourquoi? Parce que un certain nombre de décisions que nous avons prises, appelées les réformes, ont permis donc d'agir avec célérité et de reprendre un peu en main la confiance avec nos concitoyens. Désormais, on n'attend plus, on n'a plus à faire ces longues attentes pour avoir un résultat, donc à l'issue d'un concours organisé par la fonction publique. En un mois, en général, je dirais une période de 21 jours à un mois suffisent pour proclamer les résultats. Nous avons également cherché à comprendre les raisons pour lesquelles il y avait ces suspicions. Nous avions par exemple les cours qui étaient offerts, pas gracieusement, à tous les prétendants, donc des cours en présentiel. Nous avons estimé que le fait de se retrouver donc, dans ces cours en présentiel pouvait être des moments, des occasions de contact direct avec les organisateurs. Nous avons donc créé une rupture et désormais, tous les cours sont offerts gracieusement en ligne à tous les candidats, ce qui leur permet d'ailleurs, quelle que soit leur position en Côte d'Ivoire, de pouvoir avoir accès donc, en ligne à tous ces cours. La deuxième innovation, c'est également notre partenariat avec la gendarmerie nationale. À partir du moment où les sujets ont été élaborés, les copies également, toute l'organisation administrative est terminée, les différentes cantines qui contiennent les copies, je veux dire encore que ce sont des copies numérisées, les différentes cantines qui comprennent également les compositions, les sujets de composition, sont confiés à la gendarmerie nationale. Et nous ne les revoyons, nous, organisation des concours, que le jour de la composition des différents concours. Alors, vous avez mis tout ce système en place, vous êtes là depuis avril. Est-ce que vous n'avez pas décelé des cas de fraude pour que ce système soit effectif? On a des cas de fraude, non, malheureusement. On a simplement découvert des cas regrettables des citoyens qui se sont laissés avoir par ce que j'appelle des vendeurs d'illusions. Nous avons premièrement dit aux candidats que toute liste que nous intercepterons, ces listes-là, seront automatiquement mises à notre disposition, de telle sorte que tous ceux qui se retrouvent sur la liste soient automatiquement exclus de ces concours. Et ces vendeurs de fraude, c'était dans vos rangs? Ces vendeurs d'illusions, pardon. On les a trouvés partout. On les a trouvés partout. Malheureusement, nous ne les connaissions pas au départ. Mais après la proclamation des résultats, c'est là que se pose le problème. Les candidats qui, selon eux, ont payé à X ou à Y, malheureusement, ne sont pas admis et se retournent justement vers ces vendeurs d'illusions. Et c'est là que commencent les bagarres, on se retrouve à la gendarmerie, etc. Mais que peut faire le ministère de la fonction publique dans ces conditions? Nous avons prévenu, nous avons sensibilisé pour dire ne donnez pas votre argent, ne donnez pas de ressources aux vendeurs d'illusions parce que plus jamais on ne peut payer pour entrer à la fonction publique. Et c'est établi. Donc ceux qui ont été interceptés sur les listes sont sortis. Ils ont échoué, malheureusement. Et puis voilà, aujourd'hui, nous sommes un peu plus tranquilles parce que de moins en moins, en tout cas cette année, je n'ai pas vraiment eu vent de l'existence de ce genre de procédure. Je pourrais indiquer aussi, par exemple, qu'au niveau de l'ENA, cette année, 3 étudiants, malheureusement, 3 élèves fonctionnaires, se sont laissés avoir, se sont retrouvés, donc interpellés par la police économique,
sur dénonciation, naturellement, de ceux qui ont payé. Ils ont été sanctionnés. Et aujourd'hui, ils sont sortis de l'ENA pendant que les camarades sont prêts à l'emploi. Hein? Ils font partie de la dernière promotion qui a été célébrée à l'ENA. Donc, ce sont des choses, malheureusement, des pratiques anciennes, des pratiques mauvaises qui, aujourd'hui, ont été mises hors d'état de nuit. Et si je peux m'exprimer. Vous recrutez combien de fonctionnaires par an? Ben, écoutez, à travers les concours? En recrutement nouveau, nous recrutons au niveau de la fonction publique, en général, entre 5 000 et 6 000 fonctionnaires. Cela dépend donc des besoins exprimés par les administrations. Justement, est-ce que ça satisfait les besoins? Nous avons également... C'est suffisant pour remplacer les postes vacants ou bien c'est plus? C'est suffisant puisque cela répond aux besoins des ministères. Ce sont les ministères, à l'occasion donc du processus de programmation des effectifs, qui expriment leurs besoins. Je ne peux pas, en tant que ministre de la fonction publique, aller au-delà, n'est-ce pas, des besoins exprimés par les différentes administrations. Donc nous devons rester conformes aux besoins exprimés par les administrations, parce que cela répond aussi à notre obligation de gestion de la masse salariale en liaison avec le ministère du Budget. Donc voilà, le ministre de la fonction publique, quelle que soit sa puissance, n'a pas capacité, donc la possibilité de décider de recruter cette année 10 000 nouveaux fonctionnaires, 20 000 nouveaux fonctionnaires. Non. Étant entendu qu'en interne, nous avons également des concours de promotion de fonctionnaires qui sont donc déjà en service dans notre administration, dans nos administrations, et qui aspirent donc à des promotions. Ils sont tenus et obligés de passer donc par voie de concours pour connaître ces promotions-là. Madame la ministre... Donc pour l'année dernière, par exemple, nous avons pu recruter en professionnel et en concours, en recrutement, environ 10 000 fonctionnaires. D'accord. Je rappelle que vous pouvez utiliser le code QR qui s'affiche au bas de votre écran ou appeler le 27 22 40 12 76. Vous allez le voir dans l'élément qui va suivre. Absentéisme, laxisme, lenteur sont, entre autres, les mots que dénoncent les populations. Mais en face, la fonction publique s'est engagée dans des réformes pour faire de ces mots de vieux souvenirs. Ahmed Traoré. Qualifiée depuis longtemps d'instrument de progrès économique, de moteur de l'évolution de la vie collective, l'entreprise est aujourd'hui au centre des préoccupations. Elle apparaît pour beaucoup de personnes comme le lieu de création de richesses et constitue pour d'autres un cadre propice à l'exercice de leurs activités professionnelles et un espace de responsabilité et de réalisation personnelle. Les pouvoirs publics ivoiriens font eux-mêmes de la prospérité des entreprises une condition du progrès social. Toutefois, il faudrait trouver des solutions. Au niveau du secteur public, il y a des efforts à faire pour une administration performante. C'est un secteur qui connaît des difficultés. Il y avait beaucoup de récriminations contre la manière dont le service public est délivré aux citoyens, notamment la lenteur, la corruption, le laxisme, le manque de transparence, l'absentéisme, et puis aussi du côté des fonctionnaires, des attentes fortes, notamment en ce qui concerne la revalorisation salariale et puis les quêtes de dialogue social. C'est l'axe de l'administration publique elle-même, dans la redéfinition de ses méthodes, dans la redéfinition de sa manière de délivrer les services. Ces difficultés s'étendent à tous les secteurs de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ivoirienne. Les conditions de travail des citoyens définissent des résultats. Gardant cela à l'esprit, le gouvernement ivoirien s'active pour le bien-être des fonctionnaires et agents de l'État. Le principal levier de cette marche vers le progrès est la réforme de l'administration. Marc, et vous? Oui, Madame la ministre, face à tous ces mots qui sont dénoncés, absentéisme, corruption et autres, quel mécanisme mettez-vous en place pour contraindre le fonctionnaire à aller à une obligation de résultat, un peu calqué comme sur le modèle du privé? Il n'y a pas de mécanisme particulier. Nous avons tout simplement décidé de revenir à nos fondamentaux et d'agir selon une vision. Cette vision du président de la République qui prône l'avènement d'un Ivoirien nouveau, par déclinaison, donc pour ce qui nous concerne, l'avènement du fonctionnaire nouveau. Et auprès de nos services, dans un cadre de dialogue, de concertation, de sensibilisation, nous faisons aujourd'hui la promotion
du fonctionnaire nouveau. Et ce fonctionnaire nouveau, pour emporter les termes du président de la République, c'est un agent public qui est sérieux, qui est travailleur et qui est intègre. C'est son profil. C'est son profil. C'est le portrait robot du fonctionnaire de demain? Oui, cela doit être le portrait robot du fonctionnaire de demain, parce qu'aujourd'hui, notre fonction publique a une lourde responsabilité dans la performance de l'État de Côte d'Ivoire de façon générale. Nous avons de belles avancées, nous avons une belle trajectoire économique, nous avons aujourd'hui hissé la Côte d'Ivoire au rang, n'est-ce pas, des pays qui sont aux portes de l'émergence. Cela fait plaisir, la Côte d'Ivoire est appréciée par tous, la Côte d'Ivoire est enviée, la Côte d'Ivoire est fréquentable aujourd'hui. Mais toutes ces politiques, toutes ces stratégies ont été bâties par qui? Par des fonctionnaires, sous le leadership du président de la République, qui est celui-là même qui donne la vision, qui donne les orientations. Alors, si les fonctionnaires ont été capables de le faire, qu'en est-il des générations futures? Qu'en sera-t-il des générations futures si nous ne prenons pas à bras le corps nos responsabilités en vue de faire en sorte que le service public continue de jouer son rôle de moteur du développement. Le service public est le moteur en réalité du développement. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons, avec les fonctionnaires qui aujourd'hui montrent des signes très positifs de leur adhésion à cette vision du président de la République, de repositionner le fonctionnaire comme étant ce modèle dans notre pays, un modèle donc de citoyen, travailleur, intègre et capable de se mettre au-dessus de certains intérêts partisans, certaines considérations privées, personnelles, pour travailler uniquement à l'intérêt général et au bien de la collectivité. D'accord, mais malheureusement, vous avez parlé du modèle. Il y en a qui attendent encore d'épouser ce modèle parce qu'il y a des fonctionnaires, disons de nouveaux fonctionnaires, qui sont admis à des concours et depuis 2 ans, souvent, malheureusement, attendent encore d'intégrer des services. Vous avez convoqué à cet effet des DAF, mais jusqu'à présent, les choses n'ont pas véritablement bougé partout. Les choses ont bel et bien bougé. Je pense qu'il faut relativiser pour d'abord saluer l'efficacité de nos directeurs des ressources humaines qui sont dans les différents ministères, mais surtout de l'implication de l'ensemble du gouvernement en ce qui concerne donc les mises à disposition et les affectations des fonctionnaires. Malheureusement, comme vous le savez tous, et cela a été dénoncé, la lenteur dans l'administration, la faiblesse de nos procédures, etc., aujourd'hui, qui est corrigée par la digitalisation, par l'encadrement des DRH, par la mise en place de procédures. Ce sont des procédures qui nous permettent donc de booster la responsabilité des uns et des autres pour savoir qui fait quoi, comment le faire, avec qui le faire, etc. La responsabilité de chacun est engagée. Moi, je me félicite de voir en tout cas que, contrairement à 2021, cette année, je peux dire que les trois quarts de ceux qui étaient sans poste, aujourd'hui, ont pu être à des postes, ont pu connaître un point de chute et ils sont tous aujourd'hui à la tâche. Ce qu'il importe, c'est de savoir que dans la prise en compte justement de ces différents processus, notamment ce que vous voulez dire, c'est, je pense, la question des salaires à bonne date. Mais cela nécessite également... Ce n'est pas la question des salaires. À bonne date, ils n'ont même pas pris service encore. Mais ils n'ont pas pris service... Et M. Emy, qui nous joint à travers le code QR, le dit, merci à Mme le ministre pour son exposé. Ma préoccupation est de savoir qu'est-ce qui fait tarder les affectations au niveau des DRH malgré les efforts. Les affectations de qui? Parce qu'il faut être précis. On ne peut pas dire que tous les DRH ne procèdent pas aux affectations. Les affectations sont faites, mais pour la prise de service, il y a encore de la lenteur. Et il se trouve que souvent, il y a des affectations qui sont rejetées par les directions administratives et financières où les agents étaient affectés. Les affectations étaient effectivement rejetées lorsque, justement, vous avez parlé tout à l'heure de favoritisme, vous avez parlé de corruption. Oui, de nombreuses affectations ont été rejetées. L'année dernière, quand j'ai pris fonction,
Parce que le ministère du Budget, par exemple, s'était retrouvé avec environ 1000 agents qui n'avaient jamais demandé. Comment se sont-ils retrouvés au ministère du Budget? 800 agents qui se sont retrouvés au ministère de l'Économie et des Finances. Comment? Et cette ruée-là est due à quoi? Vers ces ministères? Mais c'est le favoritisme. Et ce ne sont pas les primes qui sont payées là-bas? Les primes, oui, mais le fonctionnaire ne vient pas à la fonction publique pour des primes. Oui, mais ça fait que tout le monde veut aller dans des services où il y a des primes, Madame le ministre. Qu'est-ce que vous faites pour résoudre cela? Alors, la question des primes, ne vous en faites pas. Les syndicats eux-mêmes, dans le cadre des négociations que nous avons eues récemment, ont estimé que cette question mérite d'être posée au comité consultatif, n'est-ce pas, qui commencera ses activités à compter du mois de janvier 2023, à l'effet de se pencher sur cette question. Comment se fait-il que dans une administration, je viens en 2021 découvrir que depuis plusieurs décennies, nous avons un traitement à double vitesse, des fonctionnaires qui ont des primes et d'autres qui n'en ont pas. Et c'est justement cette injustice réelle que nous avons aujourd'hui mission de corriger. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a pris d'ailleurs une autre circulaire pour interdire de nouvelles affectations au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, au niveau du ministère du Budget. Et c'est tout cela qui a provoqué donc, le rejet de ces affectations. Quand le fonctionnaire décide lui-même de son poste dans un ministère X donné, et il vous dit d'ailleurs la direction où il veut aller, cela n'est pas acceptable. D'où la nécessité et l'urgence de l'avènement du fonctionnaire nouveau qui, en toute responsabilité, comprend qu'il doit servir partout où le besoin ou le service l'appelle. Ce n'est pas au fonctionnaire de choisir son poste de travail, son ministère. Il appartient au ministère, dans la définition de ses tâches, de ses priorités, de ses contraintes, d'affecter le fonctionnaire selon son profil, selon ses compétences et selon son emploi. Marc, c'est ça la fonction publique. Madame la ministre, je voudrais revenir avec vous au concept du fonctionnaire nouveau. Le fonctionnaire nouveau qui ne va plus se retrouver dans tout ce qu'on reproche aujourd'hui. Mais un des axes pour atteindre l'objectif, je crois que c'est l'informatisation. Une traçabilité dans les tâches, une codification même à la limite. À quand l'informatisation et la mise en réseau de la fonction publique pour plus d'efficacité? L'informatisation se fait, elle existe déjà. Vous avez le système de gestion donc, des fonctionnaires et agents de l'État, le SIGFAE, qui existe déjà. Vous avez au niveau de plusieurs administrations, budget, économie, finances, aujourd'hui, une meilleure approche d'informatisation qui facilite la vie à nos concitoyens et qui aide l'administration à l'atteinte de ses objectifs. Mais les questions aujourd'hui qui nous préoccupent, c'est d'abord faire en sorte, comme vous le dites, le fonctionnaire nouveau, que le fonctionnaire soit un vrai professionnel, que le fonctionnaire et l'agent de l'État agissent avec dévotion pour le service public. Je reviens encore pour dire que ce n'est pas au fonctionnaire de choisir là où il doit aller. C'est la raison pour laquelle le ministère de la fonction publique a mis en place un comité d'affectation et de mise à disposition. Cette année, nous avons moins de récriminations, moins de plaintes, justement parce que sur la base donc, du fonctionnement de ce comité d'affectation et de mise à disposition, il n'y a plus de plaintes. Cela s'est fait dans la transparence, cela s'est fait de façon concertée, sans favoritisme, avec professionnalisme et selon les procédures. Et tous les fonctionnaires qui ont été affectés, mis à disposition, doivent rejoindre leur poste, malheureusement. Il y en a qui ne l'ont pas encore fait. Donc, je voudrais indiquer que pour nous, le fonctionnaire nouveau, c'est d'abord celui qui est discipliné vis-à-vis de sa hiérarchie. Et pour rejoindre donc votre préoccupation relative donc à l'informatisation, à la digitalisation, aujourd'hui, le gouvernement parle plutôt de transformation culturelle de notre administration. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Il faut permettre aujourd'hui aux fonctionnaires d'utiliser ces outils-là. Et le gouvernement s'attache aujourd'hui à une meilleure coordination de toutes les activités liées à la modernisation et à la digitalisation de nos différents processus. Cela sera accéléré au cours de l'année 2023. Cela fait partie donc de nos priorités, la mise en commun, la coordination, afin d'accélérer tous les processus d'informatisation et de digitalisation
des différents... Alors, nous sommes très suivis par les Ivoiriens et même au-delà, c'est ce que nous dit la régie et à travers le code QR, mais aussi à travers le téléphone. Nous allons donc rejoindre Régis Kofi pour les premières réactions des téléspectateurs qui suivent cette émission. Régis Kofi. Bonsoir à toutes et à tous. On va y aller directement. Madame la ministre, à quand l'arrêté de nomination pour la promotion 2019? C'est la question de M. Soro qui nous appelle de Korogo. Il a été admis au concours d'assistant comptable. Autre question. M. Kwasi Wilfried nous appelle de Boaké. Quel est le nouveau statut des agents du secrétariat d'État chargé de la modernisation? Un autre, M. Kwasi, a abordé, lui, la signature électronique. Il voudrait savoir si, justement, cette signature est utilisée dans la production des arrêtés d'admission, puisque ces arrêtés tardent à venir, selon lui. Et puis, la question de ce téléspectateur qui requiert l'anonymat. Quelle est la politique du ministère concernant la décentralisation de la formation? Pour lui, plusieurs écoles de formation sont basées à Abidjan. Voici les questions. La première vague. D'accord. Merci à Régis Kofi. La première question pratiquement a été répondue, mais c'est une insistance et sur le code QR également. On parle beaucoup de retard dans les arrêtés de nomination et c'est une question, on parle ici de promotion 2019. Bon, alors, la question n'est pas précise, parce que quand on parle de promotion 2019, de quel emploi? Parce que assistant comptable. Mais monsieur, oui, allez-y. Voilà, parce qu'en principe, tous ceux de 2019, peut-être à quelques... En général, on a toujours des cas résiduels, mais qui ne représentent même pas 10%. 2019, je ne crois pas que nous ayons des cas d'actes qui n'aient pas été signés. Est-ce que vous pouvez rassurer ces personnes, même si ce sont des cas résiduels, quand même, ce sont des personnes qui ont été recrutées sur la base de concours. Vous pouvez les rassurer que ça sera réglé et dans quel délai? Il faut d'abord que ces personnes saisissent le ministère de la fonction publique, qui a des procédures, qui a une direction générale qui est en charge donc des concours administratifs, en charge donc de la gestion de la carrière des fonctionnaires. Elles doivent s'adresser à qui exactement? À quelle direction? Nous avons d'abord un site internet, un site web, à partir duquel ils peuvent saisir le ministère de la fonction publique. Nous avons un service d'accueil des mieux organisés, vous l'avez vu tout à l'heure dans l'élément qui est passé. Ils peuvent se rendre physiquement au ministère de la fonction publique et introduire une requête. Mieux, ils peuvent s'adresser à mon cabinet, à mon secrétariat, et on leur répond toujours. Donc, ces cas de 2019, je considère qu'il y a certainement un problème. Autrement, je ne vois pas pourquoi de 2019, ils ne sont pas encore... il y a eu des cas difficiles. Et pourtant, ceux-là, aujourd'hui, quand vous prenez la dernière vague des enseignants justement recrutés, mais aujourd'hui, les arrêtés ont été signés. Les décrets ont été pris, les arrêtés ont été signés. Donc, cela, je voudrais vraiment dire aux populations qui nous écoutent que l'année dernière, j'ai signé environ 160 000 actes. L'année dernière. Et j'ai signé des actes, quelquefois de 2010, de 2011. Cette année, à la date donc du 30 novembre, je pense que je suis à environ 135 000 actes qui ont été signés. Ça me permet de rebondir sur la signature électronique. Justement, nous avons lancé un pilote et à côté de 2023, nous allons donc passer à échelle. Alors, la signature électronique, c'est très délicat. On ne peut pas se lancer sans encadrer un peu les risques que cela peut encourir. C'est la raison pour laquelle, pour nous, il était important d'avoir un pilote. Et ce pilote est très réussi. À côté de 2023, nous passerons à échelle. Je voudrais les rassurer pour leur dire, si ces cas sont réels, il serait bien de nous saisir pour que nous puissions apporter une réponse. Mais de façon continuelle, le ministère met un point d'honneur à signer les actes. Aujourd'hui, il y a moins de récriminations. Celui de 2019 qui parle, moi je constate qu'il y a moins de récriminations sur notamment les derniers concours de 2021. Aujourd'hui, ils ont fini leur formation. Ils sont donc en passe d'être affectés auprès des différents ministères. Les actes ont pratiquement tous été signés. Alors, si les actes de 2021 ont été signés, pourquoi ceux de 2019 ne le seraient pas? Il y a forcément un problème que je veux bien identifier. Et j'invite donc les citoyens en question
de par sa position à Korogo, il peut nous saisir, il peut aller sur le site du ministère, poser son problème et il aura une réponse. C'est sûr qu'il le donc, fera. Il le fera, je vous promets de vous faire un retour. J'attends d'ici à demain de recevoir donc, avec exactitude sa préoccupation. Une question sur la décentralisation qui vient d'être posée. Et puis, M. Koulibaly aussi sur le code QR qui parle des concours. Pourquoi les concours ne se passent pas dans toutes les draines? Les concours ne se passent pas dans toutes les draines parce que l'organisation des concours nécessite une allocation budgétaire que nous n'avons pas. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des efforts pour essayer donc de faire, au-delà d'Abidjan, de choisir 9 localités à l'intérieur du pays afin de rapprocher nos concitoyens, n'est-ce pas, des salles de composition. C'est une préoccupation pour nous. J'aurais tellement voulu organiser des concours, non pas seulement dans les chefs-lieux des régions, mais dans tous les départements de Côte d'Ivoire. Je veux même organiser des concours en ligne pour que personne n'ait à se déplacer. C'est une question de processus. Malheureusement, cette approche, aujourd'hui, nous-mêmes ne nous met pas à l'aise parce que des efforts ont été faits, mais nous devons poursuivre. L'année dernière, aujourd'hui, 1 an et demi, qu'on nous permette donc de poursuivre nos innovations et vous verrez que nos concitoyens seront les plus heureux. Hein. C'est très difficile de pouvoir déployer toute une administration alors que nous n'avons pas la possibilité et nous recherchons environ 5 000 nouveaux fonctionnaires en fonction des attentes de nos concitoyens. Je voudrais indiquer que, d'ailleurs, pour permettre un meilleur accès à ce service donc, des concours, nous avons aujourd'hui ouvert des concours à la diaspora pour avoir des personnes qualifiées. Vous êtes allé si loin pour des gens qui attendent si près. Ah non, nous sommes allés si loin pour des emplois que nous recherchons ici. Et ces emplois nous avons ouvert donc, un lieu de composition, donc de recrutement à partir de Paris, qui a été donc la ville identifiée pour la diaspora, parce que nos frères de la diaspora sont aussi des Ivoiriens qui ont le droit d'avoir accès à la fonction publique. Ce sont des Ivoiriens qui, de par leur position, ont un certain nombre d'avantages, exercent déjà dans certains pays et sont qualifiés pour répondre aujourd'hui aux attentes, notamment dans certaines administrations telles que le ministère de la Santé, qui recherche donc des personnes qualifiées pour servir dans tous les nouveaux centres de santé, les hôpitaux qui sont ouverts. Aujourd'hui, vous voyez tous les efforts qui sont faits par le gouvernement, mais il faut que nous soyons capables donc d'améliorer les plateaux techniques et d'offrir des services dans toutes ces CHU, dans tous ces CHR, dans tous ces centres de santé qui sont ouverts ça et là, partout à l'intérieur du pays. Vous allez aujourd'hui à Odiéné, il n'est pas évident que vous ayez un cardiologue. Si vous allez aujourd'hui à Mans, il n'est pas évident qu'à Mans, vous ayez donc un beau radiologue. Alors qu'aujourd'hui, tous nos hôpitaux en région sont en construction ou en amélioration de plateaux techniques avec du matériel de pointe, de dernière génération. Nous avons des Ivoiriens qui ont fait des études à l'extérieur, qui servent donc dans ces hôpitaux, dans ces grands centres de santé, et qui ont quelque chose à apporter nous n'allons pas en Europe pour aller chercher des agents administratifs. C'est bien, ça permet de comprendre. Non. Oui, tout à fait. C'est vrai, il y a des besoins. Qualifiés. Oui, à Odiéné, il n'y a pas de cardiologue et tout. Mais en même temps, il y a des engorgements dans des bureaux à Abidjan. Tout le monde veut rester à Abidjan. Comment se fait le redéploiement ou bien l'occupation spatiale efficiente des agents de l'État? Je voudrais apporter un additif. En fait, c'est un peu le cas du secteur éducation-formation. Pendant qu'on cherche des enseignants dans les salles de classe à l'intérieur du pays, nombreux sont ceux-là qui sont dans d'autres administrations, qui délaissent les classes et qui sont dans d'autres administrations. Cette question va trouver une solution. Voilà. Quelle est la situation et quelle solution proposez-vous pour ramener ces personnes-là dans les salles de classe là où il faut. Alors, pour résoudre déjà la question de la mise à disposition et des affectations à Abidjan et partout à l'intérieur du pays, nous avons mis en place justement ce comité d'affectation et de mise à disposition qui travaille sur la base de la cartographie donc des emplois des fonctionnaires et agents de l'État,
mais surtout sur la base des besoins exprimés par les administrations. Plus de favoritisme, plus de clientélisme, dans la transparence et de manière objective, le personnel sera au fur et à mesure redéployé partout où besoin sera. Mais à côté de cela, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser, j'en appelle encore une fois, donc, à l'avènement du fonctionnaire nouveau, qui sait qu'en venant à la fonction publique, il vient répondre à la nécessité de servir avec loyauté, avec responsabilité, qui vient servir son pays dans l'intérêt général et non pour ses intérêts personnels. À partir de ce moment-là, le fonctionnaire sera apte à les servir partout où besoin sera. Ça, c'est la première, assurance que je pourrais vous donner. La seconde assurance, relativement à la question des enseignants qui se retrouvent en administration centrale. Nous avons également mis le doigt sur cette question qui date de bien longtemps. Nous nous sommes posé la question de savoir, mais pourquoi un enseignant formé dans les CAFOP, à l'UNS, dans nos établissements donc, qui forment les enseignants, en fonction des besoins qui sont exprimés par réels, l'école, des besoins réels. qui sont réels, refuse de demeurer des enseignants clés en main, de bénéficier des avantages de leur statut d'enseignants clés en main, de revenir dans notre administration, alors que nous savons bien qu'un décret fixe le cadre justement du traitement donc, de ces fonctionnaires clés en main. Un fonctionnaire clé en main qui revient en centrale et qui laisse la craie, qui dépose la craie, naturellement, Il dépose aussi son salaire. selon les textes, il devrait déposer son salaire Mais ce n'est pas pour fait. être aligné sur les autres fonctionnaires qui sont en administration centrale. Et avec le ministère, avec Madame le ministre de l'Éducation nationale, avec Monsieur le ministre du Budget, nous avons décidé de nous accorder et de poser la question donc, au comité consultatif avec les syndicats et tous les partenaires, donc tous nos partenaires sociaux, afin de trouver une solution. Dans certains établissements, vous n'avez aucun professeur de mathématiques. Cela est dénoncé par Madame le ministre de l'Éducation nationale. Pendant ce temps, dans nos administrations, on pouvait avoir un chargé d'études qui est professeur de mathématiques. Ça n'a pas de sens. Donc, je suis d'accord avec vous pour dire que... Et vous allez mettre de l'ordre. Nous devons mettre de l'ordre. Oui. Le gouvernement, aujourd'hui, met un point d'honneur, n'est-ce pas, à faire en sorte que nous revenions à nos fondamentaux, que chacun soit à son poste, là où il faut. C'est la raison pour laquelle le référentiel des emplois et des compétences nous permettra de réguler cette situation et de faire en sorte que chacun soit à son poste en fonction de ses compétences, là où il faut. Ça nous permettra donc de gérer les fonctionnaires dans l'équité, avec équité et justice. Ce n'est pas acceptable que quelqu'un qui a été formé... Vous savez, quelquefois, je suis même directement sollicité par des nouveaux enseignants qui sortent des CAFOP, qui sortent de l'INS et qui viennent dire, Madame le ministre, je veux venir au ministère de la fonction publique. Ce n'est pas acceptable. Vous, avant de passer à la deuxième partie. Justement, Madame la ministre, je vous ai dit, donc on va dire que l'avènement du fonctionnaire nouveau va régler ces questions, mais en même temps, peut régler, mais en même temps, je pense que c'est l'avènement du fonctionnaire nouveau réglera la question des hauts cadres, des hauts fonctionnaires qui, une fois nommés DG ou directeur de cabinet, déchus de leurs fonctions, ne veulent plus retourner tant qu'ils n'ont pas une autre affectation, une autre nomination qui soit égale à la fonction précédente. Est-ce que le directeur de cabinet, cette situation c'est facile pour un directeur de cabinet de devenir un directeur régional après? Mais pourquoi il ne le ferait pas, voilà. par exemple? Est-ce que c'est facile pour un ministre, un ancien ministre, de devenir directeur de cabinet d'un ministre dans un ministère qu'il a tenu? Il y a des ministres qui enseignent à l'université, par exemple, quand ils finissent. Ils retournent enseigner parce qu'ils ont été formés pour être enseignés. Je peux vous donner le cas d'un ancien ministre que j'apprécie beaucoup, le ministre Mamba Cheikh Daniel, qui a été ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire et qui s'est retrouvé être directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, ministre d'État, Ahmed Bakayoko, et qui aujourd'hui est directeur général de la FOR. Bien sûr. Mais il est fonctionnaire dans l'âme, agent. Vous avez un travail pédagogique à faire. Non, je pense que c'est une interpellation à la responsabilité de chacun.
à la responsabilité de tous. Mais vous avez une idée de Nous la devons situation? être capables de servir partout où besoin. Quelle est l'ampleur de Voilà. ce phénomène? Une idée du nombre de personnes Non, il n'y a pas un nombre exorbitant, mais même s'il y avait un seul cas, je trouve qu'il faut résoudre la question. Mais est-ce que ça ne pose pas aussi le problème d'insubordination? Quelqu'un qui a été le patron, qui revient pour être le subalterne. Est-ce que vous avez apprécié aussi cette approche de la situation? Non, c'est une mauvaise application du statut général de la fonction publique, tout simplement. C'est une mauvaise application du principe de déontologie de la fonction publique qui dit que le fonctionnaire doit servir partout où besoin, où il y a nécessité de service. Quand vous êtes directeur central, vous êtes affecté dans la fonction de directeur central. Directeur des concours, par exemple, c'est une fonction. Mais à l'origine, vous n'êtes pas formé pour être directeur central. Vous êtes certainement administrateur civil, vous êtes administrateur des lois sociales, c'est la profession. etc. C'est pas la fonction. C'est l'emploi. Oui, l'emploi. C'est l'emploi. Et donc, pas ne la pas fonction. se faire de fixation sur la fonction, sur le poste qu'on occupe momentanément. Non, on est appelé, écoutez, ce sont des nominations. Tout à fait. Mais lorsque vous avez fait vos études, vous êtes allé à l'ENA pour être administrateur civil, vous n'avez pas été nommé, vous avez passé un concours. Oui. Vous avez suivi la formation et vous êtes sorti à l'issue de votre formation administrateur civil. Et voilà, dans ce cas, et par la suite, vous êtes sous-préfet, vous êtes employé, vous êtes par exemple en service en tant que chargé d'études. Vous pouvez aller comment les contraindre en fonction de votre profil. Voilà. Les nouvelles nominations. Est-ce qu'il y a des mesures disciplinaires qui peuvent les contraindre à revenir dans la fonction publique et occuper leur fonction normalement? Ben, des mesures disciplinaires, oui. Nous avons un conseil de discipline. Mais je considère que, en tant que super directeur des ressources humaines de l'État de Côte d'Ivoire, il nous faut plutôt une approche participative et faire en sorte que les mentalités changent, que les mentalités évoluent. Si quelqu'un qui a été directeur central ne l'est plus et qu'il est aujourd'hui donc à la disposition d'une direction, pourquoi pas? Mais nous devons évoluer. Le ministère de la fonction publique, en liaison avec certains ministères, réfléchissent justement pour voir comment est-ce que nous pouvons innover en créant des pôles, n'est-ce pas, d'experts au sein de notre administration. Parce que ces hauts fonctionnaires qui ont assumé ces hautes responsabilités, aujourd'hui, ont acquis une certaine expérience, une certaine expertise qui leur permettra peut-être certainement de mieux accompagner donc, le fonctionnement des ministères dans l'élaboration des politiques, des stratégies, des études, etc. Donc, nous allons, je pense, évoluer sur la question pour faire en sorte que ces personnalités, ces hauts cadres puissent servir dans le cadre donc, de cadres spécifiques, de cadres techniques, afin d'apporter une expertise aux différentes administrations. D'accord, monsieur. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque vous sortez d'un poste de direction, cela ne veut pas dire que vous n'êtes plus compétent pour exécuter des missions dans le cadre de l'emploi pour lequel vous avez été formé par l'État de Côte d'Ivoire. D'accord, M. Yves aussi qui dit pourquoi avoir recours aux contractuels dans certains ministères alors que des fonctionnaires attendent faute de place? Alors, d'abord, je voudrais indiquer que lorsque dans la fonction publique on a recours à des experts, à des contractuels, c'est pour résoudre un problème. Nous avons besoin de compétences, en principe, que nous n'avons pas. Ou alors, nous avons besoin d'effectifs insuffisants. Les contractuels également font partie aujourd'hui d'un processus pour assainir également ce secteur-là. Vous savez, il y a des personnes, par exemple, qui sont dans nos ministères depuis 10, 15 ans. 20 ans en tant que contractuel. Mais c'est humainement difficile de dire à ce citoyen, du jour au lendemain, nous n'avons plus besoin de vos services. Parce que, à force d'avoir travaillé dans nos administrations, ce contractuel a acquis forcément une expertise. C'est la raison pour laquelle nous procédons quelquefois à des
concours de recrutement exceptionnel qui portent justement sur, sur ces contractuels-là pour leur donner une chance d'intégrer la fonction publique qu'ils ont servi depuis des années. Et nous avons intérêt, nous, à conserver ces personnalités qui sont aujourd'hui des experts, qui ont travaillé donc quelquefois dans des services clés et qui maîtrisent le fonctionnement de l'administration et ont une expertise avérée. Mais cela ne veut pas dire que cela doit continuer. L'administration, de moins en moins, recrute donc donne des engagements à des contractuels. Quelquefois, vous avez des fonctionnaires, on peut aussi aborder la question, qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, que nous retenons pour 1 année, 2 années. Pourquoi? Parce que ce sont des fonctionnaires qui étaient sur des projets importants et qui ont besoin donc d'assurer une relève. D'où la nécessité pour nous aujourd'hui d'améliorer le processus de formation et de perfectionnement des cadres et des agents dans nos administrations. Le téléspectateur tout à l'heure qui a posé la question sur la décentralisation ou la déconcentration de la formation n'a pas tort. C'est la raison pour laquelle, dès le début de l'année 2023, vous verrez que le ministère de la fonction publique nommera des chefs d'antenne dans toutes les directions régionales, auprès de toutes les directions régionales, justement pour résoudre la question de la formation de tous ceux qui sont à l'intérieur du pays. Cela nous permettra donc d'éviter qu'il y ait des contractuels qui restent au-delà donc de leur temps réglementaire, après la retraite, qui sont retenus pour 1 année, 2 années. On aura le temps donc d'assurer la relève, d'améliorer la performance de ceux qui sont en service et de ces jeunes générations montantes qui veulent davantage se mettre à la disposition de leur pays. Je voudrais rassurer nos concitoyens pour leur dire que c'est une préoccupation que nous avons et que c'est une instruction du président de la République de faire en sorte que nous ayons de moins en moins de contractuels dans notre administration et que nous donnions l'opportunité aux fonctionnaires et agents de l'État d'assumer en toute responsabilité donc leur mission d'agent public. D'accord. La réforme des concours fait partie des réformes importantes initiées par le ministère. Notre reporter Ahmed Traoré est allé à la rencontre du conseiller technique Narcisse Sepi pour nous en dire davantage. Il profite pour évoquer le dialogue avec les partenaires sociaux. Depuis 2021, l'organisation des concours administratifs est marquée par d'importantes innovations. Des mesures vigoureuses sont prises pour renforcer la transparence et garantir la crédibilité de ces concours qui permettent d'avoir accès à la fonction publique. Au niveau des concours administratifs, à ce niveau, tous les aspects de risque qui ont été révélés dans l'écosystème des concours ont été pris en charge, de sorte que les cours en présentiel ont été supprimés au profit des cours en ligne ouverts à tous les enfants de Côte d'Ivoire où qu'ils se trouvent. Cette démarche permet de réduire à leur plus simple expression les récriminations généralement entendues et les suspicions de fraude et de manipulation. L'État pose ainsi les jalons d'une administration moderne et plus efficace basée sur les compétences. Il y a une sécurisation accrue du processus de bout en bout. Le fait d'attendre plusieurs mois avant de donner les résultats est également réformé. De sorte qu'aujourd'hui, après une composition, 2 à 3 semaines maximum après, les résultats sont disponibles. Et aujourd'hui, les candidats qui ne sont pas satisfaits de leurs résultats ont la possibilité de faire des réclamations et de vérifier effectivement leurs notes et leurs copies. Mais pas que le secteur des concours. Des innovations s'imposent dans tous les domaines de la fonction publique, y compris des pourparlers avec des syndicats des travailleurs pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail. Les innovations apportées ont tourné autour de 3 grands axes. Innovation en termes de gouvernance, innovation en termes de procédure et innovation en termes de transformation culturelle des personnels administratifs. Alors en termes de gouvernance, 3 points ont été mis en place. D'abord, le processus de réalisation de nos activités sur la base d'objectifs, de résultats. De ce point de vue-là, toutes les directions opérationnelles ont reçu des cahiers de charges, avec obligation de résultats sur chacun des points fixés au cahier de charges. Deuxième élément, modernisation des procédures et formalisation donc de ces procédures. Alors, toutes les procédures, notamment dans les secteurs qui touchent beaucoup plus aux populations, la délivrance des actes, le traitement des dossiers, etc., des procédures formelles ont été mises en place. 28 procédures ont été, de ce point de vue, adoptées.
Troisième élément, la moralisation. Un code d'éthique et de déontologie a été adopté et donc mis en opérationnalisation. La ministre Anne Oloto a fait savoir que les réformes apportées au sein de son département s'inscrivent dans l'ambition du chef de l'État de bâtir une administration publique moderne, efficace et professionnelle. Une administration porteuse des valeurs citoyennes et républicaines. Voilà, cet élément vient confirmer tout ce que vous avez dit sur ce plateau. L'entrée à la fonction publique par voie de concours avec les réformes qui ont été entreprises. Mais il y a aussi la réinsertion. La réinsertion des fonctionnaires exilés. Combien étaient-ils et comment l'opération s'est-elle déroulée, Madame Anne Oloto? Je pense qu'au nom de la paix, ce sont des citoyens fonctionnaires qui se sont retrouvés hors du pays et malgré les nombreuses interpellations qui ne sont pas rentrées, qui ont été malheureusement sanctionnées par le Conseil de discipline et quelquefois même radiées des effectifs. Mais au nom de la paix, ces fonctionnaires qui ont regagné la Côte d'Ivoire depuis quelques années, jusqu'à cette année, en 2022, nous avons enregistré également l'arrivée de fonctionnaires anciennement vivant donc hors du pays, exilés, comme on le dit. Ils ont été tous réintégrés. Je voudrais indiquer que nous avons, par exemple, environ une soixantaine qui a été réintégrée et qui est régulièrement payée. Il y en a plusieurs parmi eux qui sont en poste, qui travaillent régulièrement, qui sont payés. Il y en a malheureusement qui ont été réintégrés, mais qui ne sont pas payés parce qu'ils n'ont pas rejoint leur poste d'affectation. Ils ne servent pas l'État de Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas payés, mais ils sont réintégrés. Je profite de cette tribune pour leur demander donc, de se présenter au directeur des ressources humaines de leurs différents ministères d'origine pour prendre fonction, pour se mettre au service de l'État de Côte d'Ivoire. Il y en a aussi qui sont aujourd'hui à la retraite, qui ont été réintégrés, mais entre-temps, qui sont à la retraite, les processus sont en cours et qui touchent leur retraite et qui vivent une autre vie. Donc, je crois que ce processus s'est très bien déroulé. Après la réintégration, vous prenez fonction, vous avez votre salaire régulièrement, et puis voilà. C'est ça la réconciliation, et cela a été fait au nom de la paix. Oui, Marc? Oui, justement, au nom de la paix, mais est-ce que ce processus est-il arrêté ou il peut continuer avec de nouvelles personnes qui... Ce processus, normalement, ne va pas continuer indéfiniment. Il n'y a plus aucune raison que nous ayons des exilés. Et d'ailleurs, les Nations Unies ont décrété que la Côte d'Ivoire n'a plus d'exilés. C'est terminé. Donc, en principe, à compter de la fin de l'année 2022, et c'est le délai qui a été donné, à compter de la fin de l'année 2022, plus aucun fonctionnaire ne devra venir se prévaloir de sa position d'ex-exilé pour réintégrer la fonction publique. Je lance encore une fois un appel à travers donc, cette tribune pour demander à tous ceux qui sont fonctionnaires, exilés ou non, ou présents en Côte d'Ivoire, mais qui, dans le cadre donc, de la crise post-électorale que nous avons connue, ne sont pas donc, en poste, je leur demande de prendre la tâche dans les meilleurs délais avec le ministère de la fonction publique pour leur réintégration. D'accord. Passé le 31 décembre 2022, il n'y a vraiment aucune raison. Tous ceux qui étaient en exil sont revenus. C'est un ultimatum. L'ex-président Laurent Gbagbo est revenu. M. Charles Blé Goudé est revenu. Tous les... Voilà. Ils sont tous revenus. D'accord. Pourquoi doit-on rester encore hors du pays? Non. Il faut revenir, le pays vous attend, il faut venir travailler. Et quand on revient, le temps de travail à la fonction publique, c'est de 7h30 à 16h30. 16h30 avec une heure de pause. Avec une heure de pause et du lundi au vendredi, un temps d'ailleurs qui a été défini par le Premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, Absolument. parce que c'était jusqu'au samedi. Maintenant, c'est du lundi au vendredi. Et il se trouve qu'il y a un problème quand même d'absentéisme. D'ailleurs, il y a eu un conseil des ministres il y a 3 semaines à peu près qui a pris des sanctions contre certains fonctionnaires qui ont été épinglés. Comment vous comptez résoudre ce problème d'absentéisme au sein, dans vos rangs, Madame le ministre? Surtout les vendredis, pour compléter, surtout les vendredis. Voilà, où tout le monde perd un parent. Le phénomène des levées de corps à la fonction publique.
Mais ce n'est pas qu'à la fonction publique, c'est tous les Ivoiriens qui sont au lever de corps en fin de semaine. Mais quand on est fonctionnaire et qu'on a... Peut-être que c'est plus facile à la fonction publique, oui, pas dans le privé. C'est plus facile de dire à son collègue qu'on va à Ivocep à 9 h, on ne revient plus. Je pense que les fonctionnaires qui vous écoutent ont conscience que cela doit changer. Et c'est la raison pour laquelle nous espérons vivement l'avènement du fonctionnaire nouveau, celui-là qui va se départir des pratiques anciennes, décriées par nos populations, des pratiques qui n'honorent pas donc l'État de Côte d'Ivoire, qui n'honorent pas notre administration publique. Il n'est pas question pour un fonctionnaire qui est payé donc, régulièrement de s'absenter selon son bon vouloir. Nous avons des horaires de travail que nous devons respecter et je pense que les choses vont changer. Les choses vont changer pourquoi? Parce que nous allons renforcer notre système de contrôle des présences au poste. D'accord. Voilà, je ne vous coupe pas, M. Koulibaly Zakaria a dit à ce propos, à quand le démarrage de contrôle de présence des fonctionnaires à l'aide du biométrique? Mais c'est fait, le gouvernement a donné son autorisation au ministère de la fonction publique et ce processus va démarrer immédiatement. Immédiatement, c'est quand? C'est maintenant. Ça a démarré? Ben, attendez, vous verrez. D'accord, on prend rendez-vous. Ne vous pressez pas, nous sortons du Conseil il y a à peine 2 semaines. D'accord. Non, mais écoutez, c'est une priorité. Hein. Quand on parle d'avènement du fonctionnaire nouveau, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une instruction du président de la République. C'est une instruction du chef de l'administration. Et je pense que les fonctionnaires en ont conscience. Il faut leur permettre, donc, en toute responsabilité, de revoir le rapport au travail. Et moi, je leur fais confiance parce que j'ai fait l'expérience au ministère de la fonction publique depuis avril 2021. Les mêmes qui étaient accusés de favoritisme, les mêmes qui étaient accusés de corruption, aujourd'hui, l'ambiance est tout autre. Ce ne sont pas des extraterrestres que je suis allé chercher pour venir travailler avec moi à la fonction publique, non. Ce sont les mêmes qui sont là et qui, du coup, ont changé d'approche. Tout simplement parce que le gouvernement met un point d'honneur donc à la responsabilisation des fonctionnaires et au retour à nos fondamentaux. Tout simplement, il n'y a rien de nouveau. On le sait tous que le fonctionnaire donc, doit, je veux dire, à un statut lié au statut général de la fonction publique, il a des droits, il a aussi des obligations, et c'est en fonction de ces obligations-là qu'il sera capable d'offrir un service public de qualité aux concitoyens, à nos concitoyens, à l'usager client, qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. C'est ce pourquoi aujourd'hui, il y a toutes ces réformes et toutes ces procédures que nous mettons en place pour faire en sorte que notre administration soit performante et efficace. Elle ne le sera que si et seulement si le fonctionnaire prend conscience de son rôle dans notre administration, que le fonctionnaire prenne conscience de l'obligation qui pèse sur lui d'offrir à nos concitoyens un service public de qualité et de permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs pour la satisfaction. Il y a ceux qui ne viennent pas au travail, c'est l'absentéisme, mais il y a ceux qui viennent au travail, mais qui ne travaillent pas effectivement, qui surfent ou bien qui se font de beauté et tout ça. Qu'est-ce que vous prévoyez? Ce sera difficile désormais de venir se tourner les pouces à la fonction publique. Avec le référentiel des emplois et des compétences, je ne sais pas, avec comment les fonctionnaires vont s'arranger pour venir se tourner les pouces, avec les procédures qui situent les responsabilités. Chacun doit agir, à quel moment agir, comment agir, avec qui. Tout cela aujourd'hui est défini dans nos procédures. C'est du temps passé. Faites-moi confiance, nous changeons aujourd'hui d'approche. L'administration veut aller de l'avant. Ce n'est pas la vision de la ministre de la fonction publique, c'est la vision du président de la République. Ce sont les instructions du Premier ministre de faire en sorte que notre administration soit performante et efficace. Elle ne le sera qu'avec les fonctionnaires eux-mêmes, en justement leur permettant donc de changer d'approche, de changer de mentalité et d'aider à la transformation culturelle de cette administration. Les Ivoiriens vous ont entendu. Nous partons avec Régis Kofi qui a une série de questions. Régis, on vous écoute. Ben oui, on va démarrer avec M. Doumbia Mamadou qui nous appelle de Korogo. Pourquoi les documents des fonctionnaires, notamment arrêtés, décrets et autres que vous signez, Madame la Ministre, mettent souvent du temps
pour être numérisés. Parlant justement du temps, M. Soro nous appelle de Guiglo. Il nous apprend que 178 personnes admises au concours de conseiller pédagogique du primaire et du préscolaire 2020 ne sont pas encore prises en compte, tandis que certains de la même promotion sont en exercice. Madame la ministre, comment expliquez-vous le long délai d'attente des nouveaux fonctionnaires pour percevoir leur premier salaire? La question de M. Hatsé qui nous a joint de la France. Et puis on en vient à la question de M. Kone Daouda. Quelles sont les conditions pour l'octroi des dérogations dans la présentation des concours professionnels de la fonction publique? On termine avec la question de Madame Touré. Madame Touré qui décrit le comportement de certains fonctionnaires. Beaucoup font, selon elle, du commerce sur leur lieu de service. Dans l'élan du fonctionnaire nouveau que prône la ministre, quelles sont les actions qui seront posées en ce sens? Voici le lot de questions. Merci à vous, Régis Kofi. Monsieur, une intervention de Korogo. Pourquoi les documents des fonctionnaires mettent du temps, les documents que vous signez vous-même mettent du temps à... Il a parlé des décrets. Ce n'est pas moi qui signe les décrets. Moi, je ne signe que les arrêtés. Les décrets sont signés par le président de la République. Maintenant, pourquoi Moi, j'aurais bien aimé avoir des questions précises. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a de moins en moins de plaintes. Quand je suis arrivé en 2021, je me rappelle, en 2021, j'ai eu des tonnes et des tonnes d'actes qui n'avaient pas été signés depuis quelquefois 2010. Ce qui veut dire que tous les ministres qui se sont succédés ont passé et ont pris beaucoup de temps à signer. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a une accumulation. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'évacuer progressivement. La question donc, de ce fonctionnaire qui est à Korogo, malheureusement, n'est pas très précise. Mais moi, je voudrais l'assurer que j'ai très peu de documents qui n'ont pas été signés. Pas parce que nous ne voulons pas les signer, mais parce que justement, les agents eux-mêmes sont en retard dans la constitution de leurs différents documents et nos services, quelquefois, ont du mal à les retrouver. Donc, il y a une sorte de lenteur également à tous les niveaux. Je voudrais les inviter à agir avec célérité également pour la mise à disposition des actes qui leur sont demandés. On ne signe pas un document pour signer un document. Il y a un certain nombre de vérifications qui doivent se faire. Vous savez, quand on organise des concours, sur la base donc, de certains diplômes qui nous sont mis à disposition par les candidats, mais vous êtes déclaré admis sous réserve de la vérification de vos diplômes. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes déclaré admis, le ministre de la fonction publique se précipite sur votre dossier et le signe automatiquement. Non, je vérifie. Et bien souvent, nous avons des surprises désagréables parce que certains diplômes ne sont pas certifiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et remettent en cause donc l'admission de ces candidats-là. Donc je voudrais dire que c'est toute une activité qui se fait avec sérieux, qui se fait avec professionnalisme, qui nous permet, en bout de chaîne, de signer sans aucun risque un acte de nomination dans l'emploi de fonctionnaires. Donc je voudrais que les concitoyens également nous permettent d'agir avec responsabilité, signer oui, mais pas à n'importe quel prix. Parce que dès lors que j'aurai signé, qu'est-ce que j'aurai donc comme manœuvre pour dire que j'ai signé en 2020, en 2021, mais en réalité, je me suis trompé, le fonctionnaire n'avait pas un diplôme donc en bonne et due forme. Non. Il y a des cas de fraude. Donc, je voudrais que mes services continuent donc, de travailler avec sérieux pour nous permettre de signer sans aucun risque les différents actes. Et encore une fois, la question manque de précision. Voilà, une question aussi. Guiglo, 178 admis de 2020. Qui ne sont pas prises en compte. Je pense que vous avez plus ou moins répondu à cette question. J'ai répondu à cette question. En s'adressant à vos services. Une question de l'Hexagone. Je voudrais indiquer, lorsque nous organisons un concours, c'est parce que nous avons besoin de compétences. Nous avons besoin de pouvoir à certains postes dans notre administration. Mais pourquoi voulez-vous que pendant que nous avons des besoins, nous faisons appel donc à des citoyens
au niveau professionnel, en matière de concours professionnel ou de recrutement nouveau. Et puis, nous ne sommes pas pressés donc, de les mettre à disposition de nos administrations. C'est quand même paradoxal. D'accord. Il y a forcément un problème. Une question de l'Hexagone qui vient de la France. Comment expliquer le délai qui est long pour obtenir le premier mandatement? Bon, je comprends que ça vient de la France, mais sinon, ici, tout le monde sait que désormais, les fonctionnaires sont payés dans les 3 mois. Oui, ça a été... c'est un nouveau succès. Prouvé. Oui, ça a été prouvé. Bon, donc j'invite M. Hatsi à venir de temps en temps à Abidjan. Voilà une question sur la moralisation de la vie publique, dans la fonction publique. Madame Touré, qui dit beaucoup de fonctionnaires font du commerce au travail. Oui, je dis retour à nos fondamentaux. Oui. Respecter le statut général de la fonction publique qui interdit aux fonctionnaires, en dehors donc d'exercer des activités lucratives à titre privé. C'est une contrainte. Je le dis souvent. Ce sont des réalités dans nos administrations, madame. Malheureusement, mais en tout cas, au niveau de la fonction publique, je pense qu'ils se cachent aujourd'hui dans mon bâtiment. Ils doivent se cacher. Mais cela fait aussi partie de la rigueur. Malheureusement, ces fonctionnaires-là, s'ils sont pris, bon, ils seront traduits devant le conseil de discipline. Donc, je pense qu'avec, vous savez, avec nos centrales syndicales aujourd'hui, nous avons un nouveau paradigme. Et je sais que je peux compter sur leur implication pour sensibiliser le fonctionnaire en vue de l'avènement du fonctionnaire nouveau. Vendre dans un bureau fait partie d'une pratique mauvaise et d'une pratique ancienne qu'on ne doit plus rencontrer dans notre administration. D'accord. Ce n'est pas acceptable. Madame la ministre, je voudrais évoquer avec vous la question des fonctionnaires fictifs dans la gestion des effectifs à la fonction publique. En son temps, le ministre Niamien parlait de plus de 8500 fonctionnaires fictifs qui n'avaient pas été notés par leur hiérarchie. En 2013, on parlait de 3000 qui ont 2 matricules, qui émargent à la fonction publique et dans le privé. C'est une question qui revient souvent. Quelle est la situation des fonctionnaires fictifs aujourd'hui dans l'administration? Et puis, le profil, c'est qui le fonctionnaire fictif en réalité? Quel est son profil? Alors, je pense que c'est une approche qui avait commencé à être prise en main depuis, je pense, 2012, la question des fonctionnaires fictifs. Cette situation, je pense, a été due à la longue crise que notre pays a connue, avec le manque de rigueur, avec les recrutements massifs qui ont été faits dans notre administration entre 2002 et 2010. Il ne faut pas se le cacher, il faut le reconnaître. Il y a eu un gros désordre. Aujourd'hui, si ce processus a démarré, vous l'avez dit, le ministre Cissé Bakongo, le ministre Niamien Konan, mais alors, et c'est toujours la même gouvernance. En 2022, on ne peut plus parler de fonctionnaires fictifs comme on parlait de fonctionnaires fictifs en 2012, en 2013, en 2014, en 2015. Progressivement, il y a eu donc une amélioration de l'environnement et un assainissement de notre écosystème. Non, aujourd'hui, on ne peut pas parler de fonctionnaires fictifs. Moi, je parle plutôt de fonctionnaires qui ne sont pas à leur poste de travail, de fonctionnaires donc, qui sont payés à ne rien faire. Et je crois que le nouveau challenge, c'est de faire en sorte que nous puissions continuer par le contrôle des présences, identifier ceux qui ne sont pas à leur poste et qui devront répondre de leurs actes devant le conseil de discipline. Les sanctions seront forcément prises. D'accord. On va parler un peu des conditions de travail. Si vous voulez, le cadre du travail est aussi une préoccupation. Les locaux sont souvent surpeuplés. Des agents n'ont pas de bureau. En termes d'équipement, qu'est-ce que vous prévoyez pour que le fonctionnaire travaille vraiment dans un cadre adéquat, agréable et qu'il donne le meilleur de lui-même? Je vous l'ai dit d'entrée, le ministère de la fonction publique doit tout mettre en œuvre pour que nos fonctionnaires soient épanouis. Épanouis au travail, épanouis chez eux. Alors, en ce qui concerne la fonction publique, le ministère de la fonction publique, mais également plusieurs administrations, vous allez voir déjà qu'il y a eu des initiatives fortes pour le rayonnement de nos locaux à Abidjan et à l'intérieur du pays. Des réhabilitations de bâtiments, des constructions de directions régionales,
de bâtiments nouveaux, justement pour faciliter l'épanouissement des fonctionnaires. Mais je voudrais avouer que depuis plusieurs décennies, les bâtiments affectés donc, aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire n'ont pas augmenté. Et pourtant, le nombre de fonctionnaires a considérablement augmenté. Comment faire en sorte que ce personnel-là travaille dans de bonnes conditions? On a exactement combien de fonctionnaires agents de l'État aujourd'hui? 266 000 environ au 30 novembre 2022. Alors, c'est un vrai problème. Mais je voudrais me réjouir de la prise en main de ce problème par M. le ministre de la Construction, qui, en tout cas, promet tout mettre en œuvre pour faciliter la mise à disposition de bâtiments, mais qui doivent être des bâtiments publics. Parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que bien souvent, nous utilisons des bâtiments privés pour y loger nos services. Nous avons également la construction de cette magnifique tour à la cité administrative, la tour F, qui va également donc permettre de loger des fonctionnaires dans des conditions décentes, et les nombreux autres projets du ministère de la Construction. Oui, ce phénomène va passer malheureusement. Nous avons eu une longue crise dans notre pays. Cette longue crise a freiné le développement. Aujourd'hui, avec l'avènement du président Ouattara à la tête du pays, je pense que dans un délai, dans un horizon de 2 à 3 ans, les fonctionnaires seront dans de bien meilleures conditions. En matière d'équipement, oui. Vous avez parlé d'équipement informatique, équipement roulant. De gros efforts également sont faits par le gouvernement pour que le fonctionnaire soit mobile, pour que le fonctionnaire se rapproche davantage de nos concitoyens et permette au gouvernement d'atteindre ses objectifs. De gros efforts ont été faits. En 2021 à cette année, au niveau de la fonction publique, ce sont plusieurs véhicules qui ont été mis à la disposition des directeurs des ressources humaines, des directeurs centraux. La mobilité aujourd'hui est plus aisée et nos services sont pratiquement tous informatisés. Récemment encore, nous avons reçu donc, du PNUD, des bornes tactiles pour nous permettre de recueillir le ressenti des populations en vue de l'amélioration de la qualité du service public. D'accord. Avant la dernière articulation de cette émission, on n'a que 5 minutes à peu près. Vous avez obtenu la trêve sociale. Vous avez raccourci les délais dans la gestion des débuts de carrière. Les fonctionnaires ont eu de nombreux avantages financiers et sociaux. Vous êtes apparemment un ministre heureux. Quel est votre secret, madame? On vous dirait la ministre de l'année. Ben, c'est vous qui le dites, mais je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ce ministre de l'année, en réalité, est le bras d'un gouvernement, est une exécutante d'une vision, celle du président de la République, qui, lui, avait son idée. Pendant que nous discutions avec les syndicats, j'avoue que nous avons mis un point d'honneur à établir la confiance avec les syndicats. L'ambiance a été fraternelle, elle a été vraiment formidable. Mais cela a été possible parce que justement le président de la République nous avait suffisamment exprimé sa volonté de faire en sorte que ces fonctionnaires soient épanouis. Je vous l'ai dit, cela fait partie de nos missions, que les fonctionnaires vivent épanouis. Le président de la République, en bon père de famille, a pris la pleine mesure de la situation économique mondiale, de la situation vécue par l'ensemble des pays et par nos populations. Il a pris également la pleine mesure de la volonté des fonctionnaires, en réalité, d'accompagner l'action gouvernementale. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la première trêve sociale, nous avons tous bénéficié d'une atmosphère beaucoup plus calme, d'une sérénité du gouvernement qui lui a permis d'avoir de bonnes avancées. Et nos populations en ont été très heureuses. Les fonctionnaires, les syndicats centrales et fêtières sont des citoyens qui aiment leur pays et qui veulent aussi apporter leur contribution. En tout cas, moi, je me félicite d'avoir un chef de l'État, un président de la République comme le président Ouattara, qui a bien compris la préoccupation donc, de ses fonctionnaires et qui a apporté des réponses à leurs préoccupations. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir avec moi des partenaires sociaux qui sont engagés à faire en sorte que notre administration soit performante, qu'elle soit
efficaces qui sont engagés à nos côtés pour l'avènement du fonctionnaire nouveau. Qu'est-ce que le fonctionnaire demande? Qu'est-ce que le travailleur dans l'administration demande si ce n'est pas un peu de considération, un épanouissement pour lui-même et pour sa famille? C'est chose faite et maintenant au travail. Je le dis, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et ils sont prêts à accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire dans tous ces objectifs. D'accord, merci. Félicitons encore une fois, Monsieur le Président de la République. Nous avons sillonné les rues d'Abidjan pour donner la parole aux Ivoiriens. Ils jugent la fonction publique de Côte d'Ivoire, mais attention, ils ne s'arrêtent pas là. Certains font des propositions pour de meilleures prestations. Ahmed Traoré. Concernant la corruption, c'est vrai que c'est un fléau qui dégrade notre société. Je crois que tous les moyens doivent être trouvés pour lutter contre, parce que ça, contrairement à la promotion qui est là pour favoriser ou encourager les bons travailleurs, la corruption gangrène notre société. C'est un fléau qui vraiment détruit notre société et n'arrange vraiment pas la fonction publique. Tout comme la corruption, hein, parce que comme notre devise le dit, discipline. Avec la discipline, on est capable de faire beaucoup de choses. Avec la discipline, on peut arriver à nos fins. Voilà, on peut travailler dans l'harmonie, dans la paix. Voilà, donc, qui dit discipline dit bonne route pour avancer dans la vie et dans toutes choses. Dans l'ensemble, je vois qu'il y a véritablement la corruption. Et seulement que la corruption aussi, il faut dire que les usagers sont toujours, quand ils ont un souci, quand ils ont un document, un acte à établir, ils sont toujours dans l'urgence. Et c'est cela aussi qui fait appel à la corruption. Concernant les indisciplinés, bon, moi, personnellement, je suis aussi dans une administration et je gère aussi une université de la place. Mais il faut dire qu'il faut respecter la hiérarchie. Il faut, pour un travail pour lequel tu es payé par mois, ou alors tu vis de ça, il faut vraiment respecter la hiérarchie, il faut vraiment faire ton devoir. La corruption dans l'administration est un fait vraiment qui gangrène notre société parce que cela ralentit l'économie ivoirienne. À cause de la corruption, il y a un problème d'insertion professionnelle déjà et il y a des personnes qui n'arrivent pas à évoluer au niveau de leur travail à cause de cette même corruption-là. Et il y a aussi le fait que cette corruption-là entraîne un certain nombre de défaillances au niveau de certaines structures. La corruption est un mauvais acte qui est condamnable. Et puis encore dans l'administration, vraiment, c'est une grosse plaie pour la société. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut mater. Il faut mater ça parce que corrompre quelqu'un, rentrer dans la corruption, c'est-à-dire que ce qui n'est pas juste, toi tu rends ça injuste. Mais ce qui est injuste, toi tu rends ça juste. Donc ça ne passe pas. Tu es indiscipliné envers tes patrons, envers tes supérieurs, même tes inférieurs. Tu es indiscipliné, d'abord c'est pas bon. Donc il ne faut pas accepter ça dans la société. On doit aussi combattre ça. Permettre à tout le monde d'être à son niveau, de pouvoir respecter son prochain. Il y a de multitudes de problèmes qui se passent dans notre administration, c'est-à-dire selon les nominations dans les différents services, cela se fait par connaissance. Si vous n'avez pas une connaissance de haut niveau, vous ne pouvez jamais être nommé dans un service administratif. Et cela est toujours vérifié. C'est vraiment difficile. L'injustice est trop dans les différents services. Reconnaître la compétence de l'individu avant de le nommer. C'est comme ça. Quand c'est comme ça, le pays marche bien. Mais une fois que l'incompétence est trop dans les différents services, ça ne marche pas. Sincèrement, moi, je ne peux pas trop parler de la corruption, dire que c'est une bonne chose. Mais dans tous les cas, que ce soit dans l'administration, un peu partout, ça existe. Hein? Ça existe un peu partout. L'indiscipline, vous savez, la vie d'aujourd'hui, c'est autre chose même. Un peu partout, tu passes ici, l'indiscipline. Mais dans tout ça, il y a des exceptions. Hein. Pour le moment, moi, je ne peux pas trop parler de la promotion. Parce que je pense que peut-être quelque part, il y en a qui ont de la chance. La chance aussi joue. Bon,
Tu peux avoir un diplôme supérieur à ton collègue. Lui, il peut avoir une promotion et puis te laisser. Alors, Madame le ministre, vous venez d'écouter les Ivoiriens, leur ressenti, ce qu'ils pensent de votre fonction publique. Les mots qui sont revenus ne sont pas nombreux, mais ce sont des mots communs: corruption, indiscipline et puis partialité dans les nominations. Que leur répondez-vous? Je vais les rassurer. Je vais les rassurer pour leur dire que les choses avancent très bien. En matière de corruption, il faut indiquer que c'est un fait de société. Le fonctionnaire qui est assis à son poste, qui se trouve en face d'un citoyen lambda, d'un usager client, qui vient lui proposer un dessous de table pour accélérer la réalisation l'exécution d'un de ce service public, n'en a pas besoin. Mais le problème, c'est que quand on le dit à nos concitoyens, ils en doutent. Parce qu'il y a tellement eu de mauvaises habitudes, les choses qui sont ancrées dans notre façon de faire, dans nos actions quotidiennes, au quotidien, nous pensons que si je ne donne pas, je n'aurai pas de satisfaction. Non. C'est ensemble que nous devons adresser cette question. Le président de la République a créé la haute autorité de la bonne gouvernance. Un ministère en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et la question de la lutte contre la corruption est adressée de façon transversale par l'ensemble des ministères. Je pense que dès lors qu'on a en face de nous une telle volonté politique, un tel engagement politique, il faut que chacun s'engage à lutter contre la corruption. Non pas seulement l'agent public, mais le citoyen lambda qui vient pour se voir offrir un service public par n'importe laquelle des administrations. J'ai ma femme qui atteint un bébé, je vais dans une maternité pour qu'elle accouche, mais je n'ai rien à donner à la sage-femme. Il y a des mécanismes aujourd'hui de dénonciation. Je voudrais les inviter donc à utiliser ces canaux pour dénoncer les actes de corruption qui ne sont pas acceptables et que le gouvernement n'accepte pas du tout. Donc sur la corruption, c'est ensemble. L'Ivoirien le dit souvent, ce sont les deux mains qui se lavent. Nous, au niveau de l'administration publique, nous combattons la corruption et je voudrais que les citoyens croient également donc, en nos initiatives de lutte contre la corruption et accompagnent le gouvernement et non continuer de s'engager pour, n'est-ce pas, faire survivre cette mauvaise pratique, cette pratique ancienne. Dans toutes les sociétés, vous avez souvent des tentatives de corruption. Mais nous devons dire non à la corruption. Je refuse de payer pour un service qui est gratuit. Dans tous les cas de figure, les agents aujourd'hui agissent avec des procédures. Donc, qu'ils prennent votre argent ou non, il est obligé de s'exécuter. Il y a aujourd'hui, dans nos différentes administrations, des mécanismes de suivi et d'évaluation qui identifieront les mauvais fonctionnaires. Donc, vous n'avez pas besoin de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Il faut dénoncer, refuser de donner. Et vous aiderez l'administration à combattre la corruption. Marquez-vous. Alors, sur la question du favoritisme dans les nominations, j'aimerais bien intervenir également sur la question. Vous savez, les Ivoiriens, souvent, j'ai le sentiment qu'on ne mesure pas suffisamment les avancées. Aujourd'hui, pour les nominations dans l'administration publique, il y a un comité présidé par le Premier ministre chargé donc des nominations. Et le Premier ministre veille à ce que ces nominations-là soient impartiales, objectives et qu'elles portent sur tous les citoyens du pays. Les nominations ne se font pas à la tête du client. Les nominations se font en fonction des compétences. Au mérite. Au mérite. Et le président de la République peut récuser une nomination qui lui est proposée. Le Premier ministre peut récuser une nomination qui lui est proposée. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez, en entendant mes collaborateurs à la fonction publique, dire qu'ils sont incompétents? Non, ils ne sont pas incompétents. Ils sont compétents. Ils ont eu donc la possibilité de montrer à la nation que nous sommes capables de changement, que nous pouvons faire des réformes et les mettre à exécution, que nous pouvons améliorer l'organisation des concours, que nous pouvons accélérer la signature donc, des actes
des actes administratifs, et ainsi de suite, que nous pouvons améliorer la qualité du service, la qualité de l'accueil. Aujourd'hui, dans les administrations, il y a une démarche pour améliorer l'accueil, pour sensibiliser et encourager nos fonctionnaires donc, à changer de paradigme, à changer de mentalité et à exécuter leur mission dans les règles de l'art, conformément au statut général de la fonction publique et à la déontologie de la fonction publique. Cela est visible, mais l'héritage est lourd. Les pratiques anciennes ont été tellement pratiquées, les populations ont été tellement habituées à tout cela, et aujourd'hui ont été gagnées par le découragement en disant « ça ne va pas changer ». Si, ça va changer. Si, ça change. Ça change, et nous le voyons aujourd'hui dans la majorité des services. Des sanctions sont prises. Je peux donner l'exemple au niveau du ministère de la Santé, où des agents se permettaient de revendre en interne des médicaments, des poches de sang, etc. Ces agents ont été identifiés, ont été pris sur le fait, ont été sanctionnés. Les choses sont revenues à la normale. Mais la surveillance continue. La vigilance doit continuer avec la participation donc, de nos concitoyens. Alors, il faut faire confiance au gouvernement. Le gouvernement du président Alassane Ouattara est un gouvernement au travail et qui travaille pour tous les Ivoiriens. Et chaque Ivoirien, chaque citoyen, chaque responsable dans l'administration qui a droit à une nomination est nommé. Il y en a qui sont surpris d'être nommés, posez-leur la question, tous ces directeurs centraux, etc. Quelquefois, qui ne connaissent... Alors, si vous prenez au niveau de la fonction publique, je ne connaissais pas le directeur général de la fonction publique, je l'ai confirmé. Tous les conseillers techniques, je ne les connaissais pas. Il y en a que j'ai trouvés, je les ai pratiquement tous trouvés là d'ailleurs. Et je les ai nommés avec satisfaction. Ils me donnent satisfaction. Et ils sont vraiment aujourd'hui, ils sont très compétents. Et je suis satisfaite de ce qu'ils font. Pourquoi jeter le discrédit sur un gouvernement qui veille à cela? Il faut bien identifier plutôt les bonnes avancées, encourager le gouvernement. Et je veux également rassurer nos concitoyens en leur disant que celui qui est compétent, qui mérite d'être nommé, est nommé dans notre administration. Marquez-vous. Madame la ministre, je voudrais revenir un peu sur les mesures exceptionnelles du président de la République, les fonctionnaires, après la fête, après les remerciements. Mais certains fonctionnaires estiment qu'au lieu d'aller sur la base des avantages liés au logement, au transport, à la location familiale et autres, ils auraient voulu une revalorisation des indices qui aurait eu un effet sur les salaires de base. Parce que c'est le véritable problème de la fonction publique. Une revalorisation des salaires de base qui aurait une incidence sur la retraite que tout le monde prépare. Qu'est-ce qui est prévu pour cela? Est-ce qu'on peut s'attendre à une revalorisation des salaires de base à la fonction publique? Mais je ne sais pas si votre informateur vous a également indiqué que... Vous travaillez sur le nouveau statut aussi, c'est ça? Le nouveau statut... Ça doit prendre cela en compte? Le nouveau statut général de la fonction publique qui est désormais, qui a été adopté par le gouvernement et qui sera donc déposé sur la table du Parlement, de l'Assemblée nationale et ensuite du Sénat, va nous permettre donc d'avoir certaines avancées dans justement la gestion de la carrière de nos fonctionnaires. Mais pour revenir à votre préoccupation, je voudrais indiquer que déjà depuis la première trêve sociale, votre informateur aurait dû vous dire que tous les 2 ans, ils ont un avancement automatique, tous les fonctionnaires. Oui, si, ça cela a une incidence sur le salaire. Alors, ce qui a été proposé, c'était donc la revalorisation sur la base des indices. Justement. Le gouvernement a demandé qu'une étude soit réalisée justement en vue de l'amélioration éventuelle de la grille salariale. Cette étude n'a pas été réalisée. Et avec les centrales effectuaires syndicales, nous en avons convenu et cette question a été donc reversée au dossier qui sera soumis très prochainement donc au comité consultatif de la fonction publique en vue donc de la réalisation de cette étude par les services compétents et par la suite on verra. Il faut savoir que dans la question du traitement des fonctionnaires, l'inconfort du gouvernement, c'est la question des 2 poids 2 mesures. Pourquoi avoir créé depuis plusieurs années déjà en arrière des primes pour certains fonctionnaires et pas pour d'autres fonctionnaires? C'est toute cette question dans sa globalité qui mérite d'être revue, qui mérite d'être examinée par nous tous, par l'administration certes, par le gouvernement, mais également avec nos partenaires sociaux.
On ne peut pas résoudre un problème et laisser prospérer d'autres. Il faut que cette situation soit réglée de façon globale, de manière à ce que, définitivement, les fonctionnaires soient gérés dans leur traitement avec équité et égalité. D'accord. Dernière question, Madame le ministre. La fonction publique, on le sait, est un catalyseur de création de richesses, un accélérateur de développement. Avez-vous le sentiment que vous êtes en train de réussir cette mission? Votre réponse aura valeur de conclusion. Le gouvernement est en train de réussir cette mission, oui. Le gouvernement, aujourd'hui, repositionne l'administration publique comme le catalyseur de la croissance de façon générale de notre pays. C'est la raison pour laquelle l'avènement du fonctionnaire nouveau s'impose et devient une exigence, une urgence pour tous. Regardons simplement l'embellie économique. Regardons aujourd'hui la joie de vivre des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont contents de leur administration, même s'ils dénoncent certaines mauvaises pratiques. Les gouvernements, les Ivoiriens sont contents des grandes avancées, de la construction des infrastructures, de l'accompagnement de la jeunesse, de l'accompagnement des femmes. Regardez, dans un pays où les fonctionnaires et agents de l'État célèbrent le président de la République, c'est inédit. Pourquoi? Mais parce que justement, il y a une grande satisfaction au niveau des fonctionnaires et agents de l'État, et avec eux, leurs familles qui s'en réjouissent. Imaginez aujourd'hui la facilité de circulation dans le pays. Les Ivoiriens mesurent bien cela et sont bien contents. Regardez aujourd'hui toutes les initiatives en matière de lutte contre la pauvreté, en matière d'emploi des jeunes, etc. Les Ivoiriens sont contents. Pour porter tout cela, nous avons besoin d'une administration dynamique et de fonctionnaires à la tâche, de fonctionnaires nouveaux, travailleurs, intègres, de fonctionnaires sérieux pour changer de paradigme, de fonctionnaires qui vont redonner à notre administration non pas seulement son lustre d'antan, mais sa dignité, sa fierté. Et c'est donc un mot de fin pour dire à nos fonctionnaires et agents de l'État qu'ils ont une chance inouïe, celle de servir la nation. Ne sert pas la nation qui veut. Ils sont tous des élus de la nation. Porter le destin d'un peuple, porter le destin de l'État de Côte d'Ivoire, c'est un privilège. Méritons donc de cet État considération, respect. Et revenons à nos fondamentaux. Ensemble, tenons-nous la main pour l'émergence de ce fonctionnaire nouveau qui va aider, accompagner le gouvernement dans ses initiatives de développement, de performance et d'efficacité. C'est à cette fonction publique, à cette administration publique que je rêve et je reste convaincu qu'avec le leadership du président de la République, avec l'engagement des fonctionnaires, avec l'engagement de nos syndicats, avec l'engagement de tous les partenaires sociaux, nous y arriverons. J'en suis convaincu. La Côte d'Ivoire est si belle que les fonctionnaires ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, qui sont tous totalement épanouis, et je m'en réjouis, je voudrais leur dire que je sais compter avec eux pour continuer de faire rêver les Ivoiriens et d'améliorer donc la qualité du service. Nous nous réjouissons aussi de vous avoir eu sur ce plateau. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission consacrée aux réformes et innovations pour une fonction publique performante. Pendant 90 minutes, le ministre Anne-Désiré Ouloto était sur notre plateau pour évoquer le grand chantier des réformes entreprises et en cours pour une administration efficiente, non seulement pour le bien-être des fonctionnaires, mais surtout pour le bonheur des usagers des services publics et partant la prospérité de l'État du Côte d'Ivoire. Cette émission était réalisée par Mariette Alangba et Poka, coordonnée par Delphine Bla et supervisée par Lanciné Kone. Merci de nous avoir suivis et restez surtout sur la chaîne qui rassemble.